La dernière brique de cette stratégie de proximité des services publics, c'est bien entendu France Service. L'idée est simple, construire un guichet unique avec des agents polyvalents, capables de répondre aux besoins de nos concitoyens dans leurs démarches administratives. La réalisation, nous le savons, est plus complexe. Depuis plusieurs années, les maisons de services au public ont tenté d'apporter cette forme de réponse, avec un succès variable, quel que soit l'engagement de celles et ceux qui font vivre ces structures. Nous devons changer d'échelle et changer de logique. Partir des besoins de nos concitoyens, partir des besoins des territoires, dépasser les frontières des administrations, oublier que nous sommes l'État, le département, la CPM ou la CAF. Cela veut dire des choses simples, des horaires d'ouverture élargis, des agents polyvalents, formés, capables d'offrir immédiatement des réponses ou d'accompagner vers la bonne porte d'entrée. Dès le 1er janvier 2020, je souhaite que 300 maisons France Service soient pleinement opérationnelles et le Président de la République, comme le gouvernement, se sont engagés à ce que d'ici la fin du quinquennat, nous puissions disposer au moins d'une de ces maisons à haut niveau de service par canton. J'ai commencé, mesdames et messieurs les sénateurs, par évoquer l'urgence climatique avant de m'attarder sur l'urgence de proximité. Mais ces deux urgences coïncident en grande partie, comme le prouve l'exemple des Outre-mer. Depuis 2 ans, on a bien vu que nos compatriotes ultramarins sont aux avant-postes des cyclones ou de l'élévation des océans causée par le dérèglement climatique. Nous en sommes tellement conscients depuis le début du quinquennat que cette double préoccupation définit les 5 objectifs du livre bleu Outre-mer, rendu public le 28 juin 2018. Nous avons repris ces 5 objectifs dans la feuille de route du gouvernement pour les Outre-mer. 0 vulnérabilité, 0 exclusion, 0 déchets, 0 carbone, 0 polluant agricole. J'évoquais tout à l'heure l'impératif de différenciation, intégrer les spécificités de chaque territoire pour adapter nos politiques publiques. C'est le réflexe Outre-mer que nous avons musclé depuis le début du quinquennat. Je voudrais enfin mentionner la situation spécifique de la Nouvelle-Calédonie, dont certains savent ici combien elle me tient à cœur. Nous sommes engagés à respecter la signature de l'État sur l'accord de Nouméa et je continuerai à privilégier la voie de Nouméa, c'est-à-dire celle du dialogue et des résultats rendus en toute transparence. Lorsque le cycle électoral récemment engagé aura été conclu, je retrouverai avec plaisir les représentants des partis politiques de Nouvelle-Calédonie, les représentants des forces politiques, pour évoquer avec eux la suite. Dernier point que j'aborderai ce matin, la réforme des institutions. Le Président de la République a proposé aux Français de réviser la Constitution du 4 octobre 1958 pour l'adapter au bouleversement de notre démocratie. Il y a 1 an, nous avions présenté un projet de loi constitutionnelle et 2 projets de loi complémentaires, organiques et ordinaires. Les circonstances ont reporté leur examen. Mais ces derniers mois nous ont confortés dans la détermination à rénover notre démocratie représentative. S'engager dans la révision constitutionnelle sans l'accord du Sénat n'est tout simplement pas possible et n'aurait donc aucun sens. C'est pourquoi depuis 1 an, nous avons discuté et essayé de trouver un compromis. Les textes que nous nous apprêtons à déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale reprennent le cœur des engagements du Président de la République, y compris l'inscription de la lutte contre le changement climatique à l'article 1er de notre Constitution. Ils sont recentrés sur 3 priorités. Les territoires, avec l'autorisation de la différenciation, l'assouplissement du cadre relatif à la Corse ainsi qu'aux Outre-mer, la participation citoyenne, avec un nouveau titre dans la Constitution, la transformation du CESE en Conseil de la participation citoyenne, la possibilité de former des conventions de citoyens tirés au sort, la facilitation du recours au référendum d'initiative partagée et l'extension du champ de l'article 11. La justice, enfin, avec l'indépendance du parquet et la suppression de la Cour de justice de la République. En parallèle, des gestes ont été faits pour parvenir à un consensus. Les dispositions relatives au fonctionnement des assemblées ont été retirées. Nous avons considéré qu'il appartenait aux assemblées elles-mêmes de décider de leur réforme. Les dispositions relatives au cumul des mandats dans le temps ont été assouplies pour en exclure les maires de communes de petite taille et prévoir une entrée en vigueur progressive. Le Président de la République a accepté de revoir sa proposition de baisse d'1 tiers du nombre de parlementaires pour viser une réduction d'1 quart qui permette une juste représentation territoriale et l'introduction d'une dose significative de proportionnel à l'Assemblée. Concrètement, aujourd'hui, il me semble que nous ne sommes pas éloignés d'un accord sur le projet de loi constitutionnel, mais pas sur le projet de loi organique, et en particulier, mais pas seulement, sur la question du nombre de parlementaires. Le Sénat a été très clair
sur le fait qu'il n'y aurait d'accord sur rien s'il n'y avait pas d'accord sur tout. Et c'est parfaitement respectable. Comme est parfaitement respectable, je crois, la position du gouvernement qui ne souhaite pas mobiliser du temps parlementaire si, in fine, il s'exposait au désaccord du Sénat. Nous ne renonçons donc pas à nos ambitions, qui, nous le pensons, sont conformes à la demande de nos concitoyens. Nous attendrons le moment propice et la manifestation de volonté du Sénat. Nous pouvons aussi voter seulement la proportionnelle à l'Assemblée, sans changer le nombre de députés. Chacun jugera dans quelle mesure il tient à résoudre les points de désaccord qui demeurent. Chacun jugera dans quelle mesure il considère que cette réforme constitutionnelle peut être un instrument de renouveau démocratique et de réconciliation nationale. Nous sommes prêts et nous sommes ouverts. Les 3 textes sont prêts. Cette réforme institutionnelle, nous ne pourrons pas la réussir sans vous. Mesdames et messieurs les sénateurs, je le disais à l'Assemblée, l'époque exige une forme de dépassement. En vous demandant d'approuver cette déclaration de politique générale, je ne vous demande ni un blanc-seing pour la politique de mon gouvernement, ni évidemment un quelconque ralliement à la majorité. Je vous demande de dépasser des clivages et des différences que je respecte, mais qui ne me semblent plus aujourd'hui les plus importants. Je vous ai exposé une feuille de route d'ambition écologique, de justice sociale, de valorisation du travail, de renforcement des maires, de réforme de l'État. Beaucoup de ces thèmes me semblent largement consensuels sur ces bancs. Je forme le vœu qu'ils nous réunissent et qu'ils nous permettent de nous dépasser. Et je sais que sur chacun des textes, en particulier, au-delà de la déclaration générale, le travail accompli entre le gouvernement et le Sénat sera riche et sérieux. Pour toutes ces raisons, j'ai l'honneur, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, en application des dispositions de l'article 49, alinéa 4 de la Constitution, de vous demander l'approbation de cette déclaration de politique générale. Et je vous remercie.